مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في المغرب من واشنطن on Median TV. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington sur Médien TV. Je suis Adam Erli et je suis toujours très heureux de vous retrouver. Au cours de cette année, nous avons discuté de nombreuses questions internationales. Nous avons évoqué les sujets de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de la crise alimentaire et sanitaire mondiale, de la montée en puissance de la Chine, du fléau du terrorisme, de la stabilité en Afrique et des changements climatiques. Now, each of these developments has a profound impact on the international system and how the world's nations En fait, tous ces développements ont un impact profond sur le système mondial et sur la manière dont les nations du monde interagissent les unes avec les autres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur un aspect spécifique. Que signifient ces développements pour l'hémisphère sud? En fait, jamais auparavant, les pays du Sud n'ont été autant au centre de l'attention dans la relation à la stabilité et à la prospérité mondiale qu'ils ne le sont aujourd'hui. Les marchés mondiaux du pétrole ont de plus en plus besoin du pétrole et du gaz africain. En outre, la lutte contre la famine nécessite un processus de développement profond des ressources agricoles et d'intégration régionale. De plus, la gestion du changement climatique dépend de l'encouragement à l'utilisation d'énergie propre et de l'incitation des pays africains à suivre cette tendance. En fait, la protection de la souveraineté et de l'indépendance des pays africains nécessite un renforcement des institutions internationales pour contrer les ingérences étrangères. Tout cela ne peut être réalisé sans une coopération internationale entre le Nord et le Sud, car la sécurité et le bien-être du système mondial nécessiteront une augmentation significative du niveau des investissements et du soutien politique aux pays africains. Pendant plusieurs années, ce furent les principes du Maroc, et aujourd'hui, le monde se tient sur cette conclusion. Nous verrons quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle relation entre le Nord et le Sud, quels en sont les éléments les plus importants et quel rôle le Maroc joue dans le développement de cette relation. Pour discuter de ces sujets, nous aurons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux des plus grands spécialistes des relations internationales. Le premier est Norman Hall, fidèle de cette émission. Ce vétéran de la CIA a servi l'agence pendant 34 ans. À ce titre, il a dirigé un grand nombre de programmes liés au Moyen-Orient. Il a travaillé comme chef du département des affaires iraniennes. Nous aurons également parmi nous le docteur Bill Michael, qui a enseigné à l'Université du Maryland et de George Washington. Il est spécialiste de la politique étrangère et de la démocratie dans le monde arabe. Il est titulaire d'un master de l'American University et d'un doctorat de l'Université de Virginie. De plus, il a collaboré avec de nombreuses chaînes internationales et il est un éditorialiste régulier du Foreign Affairs Magazine et du Middle East Journal. Messieurs, soyez les bienvenus, mais commençons tout d'abord notre discussion avec notre chroniqueur Mark Feifley. Mark, vous avez souligné à maintes reprises dans le cadre de cette émission l'importance du leadership, quel que soit le sujet évoqué. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la politique du roi Mohammed VI, son implication en Afrique et son leadership dans plusieurs projets d'envergure. Vous avez également plusieurs fois mentionné le projet du président George W. Bush en Afrique, qui représentait le plus important soutien américain sur ce continent depuis le plan Marshall. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous interroger sur votre évaluation du leadership. Nous avons évoqué les changements en cours dans la structure des relations internationales et les défis auxquels elles sont confrontées. Et dans ce contexte, j'aimerais savoir ce que vous attendez des dirigeants et des leaders du Nord et du Sud en termes d'initiatives et d'actions. Yeah, so very important time. There's no doubt about it, Adam. So it comes down to leaders who are
Tout d'abord, c'est un momentum très important, sans aucun doute. Il s'agit de dirigeants qui ne se contentent pas de faire de beaux discours et qui font de leur mieux pour améliorer la vie de leur peuple. Les différences économiques entre les riches et les pauvres se creusent et il faut réduire ce hiatus. Pour en revenir au changement climatique et à l'énergie, nous devons trouver des politiques plus flexibles. L'énergie essentielle et le pétrole et le gaz sont toujours vitaux pour notre économie. Il y a des pays qui possèdent ces sources d'énergie en abondance et d'autres qui les importent et notre avenir repose sur l'assurance de maintenir l'approvisionnement de ces sources d'énergie. Puis il y a aussi l'enjeu sécuritaire. Comment assurer la stabilité et la sécurité quand on voit toutes les perturbations causées par Pékin avec ses interventions répétées en mer de Chine méridionale et à Taïwan? Ou encore, comme s'en est inquiété le secrétaire général américain, l'information a été confirmée par le directeur de la CIA, quand on découvre que la Chine fournit des armes aux Russes. Toutes ces questions sont préoccupantes et source de déstabilisation. Oui, en ces temps difficiles, ce que nous devons tous y faire, y compris les dirigeants des pays du Sud global, c'est assurer la protection de nos peuples et de nos économies et chercher à développer des relations plus flexibles pour assurer un avenir plus radieux. Je me tourne à présent vers notre invité Norman Rule. Norman, je vais donc poursuivre avec vous. Il y a quelques années, l'Afrique n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui pour le reste du monde et les défis auxquels elle était confrontée ne paraissaient pas aussi complexes. Il y a des conflits régionaux, des régimes faibles, des économies défaillantes, une forte sécheresse et encore bien d'autres problèmes. Alors, pouvez-vous nous éclairer sur ces contradictions et selon vous, quels sont les moyens d'y faire face? Adam, those are excellent points. Africa is truly at an inflection point in its history, and we're watching this inflection point play out, both in terms of the leadership provided by some of the Ce sont d'excellents points, Adam. L'Afrique traverse un état de changement fondamental dans son histoire, et cela se traduit par la présence d'un leadership par de grands dirigeants dans la région tels que Sa Majesté le Roi. De plus, nous voyons des élections se dérouler dans des régions qui souffraient d'instabilité interne et de corruption généralisée, ce dont le Nigeria est témoin, qui est d'ailleurs le plus grand pays démocratique en Afrique. Mais le problème est que le monde avance et que l'Afrique est à la fois source de solutions et cible de certains défis. L'Afrique ne peut pas faire face aux effets de l'inflation résultant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de la crise alimentaire et d'énergie qui en ont résulté. Cependant, il existe d'énormes potentiels d'extraction de gaz naturel et de pétrole en Afrique et nous voyons déjà des pays africains qui ont commencé à prendre ces mesures. Et ici se pose la question suivante. Les pays africains sont-ils en mesure de surmonter l'instabilité interne, de lutter contre les extrémistes, de vaincre la corruption et d'assurer une transparence garantissant aux investisseurs étrangers la sécurité de leurs actifs financiers? Si cela voyait le jour, l'Afrique peut décoller, sinon elle traverserait une autre période difficile. Effectivement, et je pense qu'il est intéressant de noter, quand vous dites que les pays africains doivent faire ceci ou cela, que la cadence diffère d'un pays à l'autre sur le continent. On voit que la Corne de l'Afrique a ses propres problèmes, qui ne sont pas ceux de l'Afrique de l'Ouest, et qui n'ont rien à voir non plus avec les préoccupations de l'Afrique centrale. Vous pouvez trouver plus de développement dans une région d'Afrique qu'ailleurs, mais en fin de compte, bien que les solutions ne soient pas les mêmes pour tous, les problèmes restent liés. You're absolutely correct, but this is a target that must be addressed by multiple players. Let's look at the Saudi. Vous avez tout à fait raison, mais c'est un objectif vers lequel de nombreux acteurs doivent collaborer. Prenons le programme d'aide saoudien qui est sur le point d'investir 500 milliards de dollars sur la côte ouest de l'Afrique. Un tel programme ne peut pas investir cette somme colossale sans assurer la stabilité de l'Afrique de l'Est, une région qui pourrait devenir une source d'extrémisme, de trafic de drogue, etc. Par conséquent, plusieurs parties internationales doivent coopérer ensemble et la question demeure. L'Afrique pourra-t-elle assurer le leadership? Nous devrions être optimistes car le leadership marocain peut fournir un modèle que le reste de l'Afrique peut imiter.
Je suis d'accord avec vous et nous y reviendrons plus tard. Bill, vous êtes expert en politique étrangère et comme vous le savez, tout au long de notre histoire contemporaine, les États-Unis ont appréhendé le monde sous un angle bipolaire, marqué par la rivalité en particulier vis-à-vis de la Russie et de la Chine. À cet égard, j'ai deux questions à vous poser. La première, pensez-vous que cette vision est en train de changer et que les États-Unis voient désormais le monde différemment? Je vous demanderai aussi dans quelle mesure les États-Unis travaillent avec les pays africains, avec la communauté internationale, pour construire un nouvel ordre mondial. These are two excellent questions, and we have to begin by recognizing that America has to share powers. Ce sont deux excellentes questions. Il faut commencer par reconnaître que les États-Unis doivent partager le pouvoir avec d'autres pays et que la Chine et la Russie progressent dans des régions où géopolitiquement, elles ont longtemps été témoins de l'influence américaine. Ceci, en effet, appelle le Maroc à jouer son rôle majeur vis-à-vis de son leadership avisé. Car nous constatons que le royaume du Maroc se trouve au sommet d'un point géopolitique des relations entre le Nord et le Sud et entre l'Afrique et l'Europe. Certes, le Maroc ne cesse de jouer un rôle majeur, car la tolérance et la sagesse sont les caractéristiques des dirigeants marocains, représentés par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le souverain s'engage à mettre en œuvre une politique de tolérance. D'ailleurs, le Maroc a accueilli 77 000 immigrés d'Afrique, les a installés, leur a fourni de la nourriture, un logement et des emplois tout en respectant leurs droits humains fondamentaux. Morocco has accepted 700,000 immigrants from Africa. They are settling them. Ainsi, les Européens n'ont pas été exposés au danger de ce que certains imaginent comme une invasion africaine de leur pays. Et par conséquent, les États-Unis doivent travailler en étroite collaboration avec le Maroc, car il protège la sécurité de l'Afrique et garantit la protection de l'Europe. Il s'agit ici d'un rôle politique très important, car nous assistons à un nouvel ordre mondial qui se dessine actuellement, dans lequel certains pays de la région, comme le Maroc, y auront un rôle majeur, au moins sur le plan géopolitique. Bien, nous allons maintenant faire une courte pause avant d'analyser plus en détail la coopération maroco-américaine pour faire face aux défis auxquels l'Afrique est confrontée avec ce nouvel ordre mondial qui se met aujourd'hui en place. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur l'évolution des rapports de force à l'échelle mondiale et sur l'importance de la coopération Nord-Sud. Norman, en portant notre regard sur le continent africain, nous trouvons deux pôles démographiques importants, à savoir l'Égypte et le Nigeria. Par ailleurs, le Maroc et l'Afrique du Sud se détachent comme des puissances économiques et politiques. À ce propos, je suis intéressé de connaître votre opinion pour savoir dans quelle mesure ces pays peuvent contribuer à apporter le changement afin de rétablir l'Afrique à la place qui lui revient sur la scène internationale. Il s'agit d'une excellente description des acteurs majeurs les plus influents du continent africain, chacun ayant des dynamiques politiques complètement différentes et les défis auxquels ils sont confrontés dicteront la portée de l'influence régionale pour chacun d'eux. En Égypte, nous voyons un pays en train de développer d'énormes réalisations technologiques allant d'un programme spatial à l'expansion de la portée régionale de son tourisme, mais l'Égypte doit surmonter certains défis économiques qui ont entravé l'économie égyptienne au niveau
niveau régional et ont conduit à la retenue des investissements internationaux. Quant au Nigeria, ce pays souffre d'une corruption généralisée et d'horribles problèmes de sécurité intérieure. Il doit y faire face s'il veut produire ce qu'il veut de l'énergie et exercer l'influence souhaitée en dehors de ses frontières. Quant à l'Afrique du Sud, ce pays a toujours été un allié permanent des États-Unis. L'Afrique du Sud a récemment participé à des exercices militaires conjoints avec la Russie et la Chine, ce qui envoie un message étrange qui met en doute sa tentative de représenter une région stable. En ce qui concerne le Maroc, le Royaume continue à maintenir une position de neutralité et une attitude positive. Comme vous le savez, les États-Unis ont nommé l'un de leurs diplomates les plus expérimentés comme ambassadeur au Maroc. Il s'agit de l'ambassadeur Punit Talwar, qui possède une vaste expérience dans le domaine de la sécurité nationale américaine et les relations internationales. D'autant plus, il ne faut surtout pas oublier les récents exercices militaires d'African Lion au sud du Maroc, dans lesquels les États-Unis, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal et la Gambie y ont participé. De même, le Maroc est le 14e pays contributeur en troupes. Le Royaume déploie 1600 casques bleus, actuellement en service dans les missions de maintien de la paix en Afrique. Il est parmi les 26 pays contribuant aux opérations de l'ONU. Le Maroc a également participé à 100 entraînements avec l'US Africa Command au cours de l'année écoulée et le chef du FBI américain s'est rendu la semaine dernière à Rabat pour remercier le Maroc de sa coopération dans la lutte contre le terrorisme. Ainsi, je pense que les États-Unis devraient rechercher des pays qui mettent en œuvre ce qu'ils disent en termes de lutte contre la corruption et de la stabilité régionale. Ceci est la voie à suivre contre le continent. Bill, you know, as Norm said, and you made this point, that Morocco plays a central role in Bill, fostering the comme l'a dit Norman, et vous l'avez vous-même souligné, le Maroc joue un rôle important dans le renforcement des relations nord-sud, ce qui à mon avis est nécessaire. Le Maroc est le premier investisseur en Afrique de l'Ouest, le deuxième sur le continent, il est le plus grand partisan de l'unité africaine et le plus important moteur de la croissance commerciale et industrielle en Afrique. Alors, selon vous, comment les États-Unis et leurs alliés devraient procéder pour soutenir cette politique marocaine? Et je ne parle pas ici uniquement de soutien financier. This is true. What the United States can do in cooperation with the Kingdom of Morocco is to cultivate a strategic vision for Africa. And I emphasize the word vision because there is C'est vrai, les États-Unis peuvent coopérer avec le Maroc pour établir une vision stratégique pour l'Afrique. Je me concentre ici sur le mot voisin, car il n'y a pas de modèle ou de plan précis pour ce que les États-Unis devraient faire maintenant en Afrique. Ainsi, le Maroc peut aider les États-Unis à définir ses priorités, développer une vision et une définition claire de ses intérêts nationaux en Afrique. Certes, il faut reconnaître que la Russie et la Chine font de réels progrès dans les pays du continent africain. Mais le Maroc peut rééquilibrer les intérêts de la Russie et de la Chine en Afrique. Le Maroc peut également jouer un rôle majeur sur le continent, comme l'ont déjà représenté plusieurs visites et initiatives entreprises par Sa Majesté le roi Mohammed VI, dont la plus récente est la visite de Sa Majesté au Gabon, en Afrique de l'Ouest, où il s'est engagé à fournir une immense quantité d'engrais marocains pour aider les agriculteurs gabonais, ce qui est un geste très aimable. Ainsi, je crois que parler d'un nouvel ordre mondial dans lequel le continent africain s'élève, ou ce que j'appelle la révolution des attentes africaines, nécessite l'aide des États-Unis et du Maroc pour parvenir à un équilibre entre de nombreux intérêts, établir une vision et prévenir les affrontements entre Pékin, Moscou et Washington. Car aucune de ces grandes puissances ne peut jouer le rôle de gendarme en Afrique. De plus, comme je l'ai appris au cours de mes études de troisième cycle, il y a un facteur qui fait que lorsque les États-Unis vont en Afrique, ils amènent des pays européens avec eux. Et étant donné que l'Europe a des liens avec l'Afrique depuis l'ère coloniale, la participation de l'Europe vient aussi avec la participation des États-Unis. Ainsi, le Royaume du Maroc est le pays capable d'établir cet équilibre stratégique en Afrique. Merci Bill.
Norman, vous avez parlé du Maroc comme d'un modèle, et ma question est de savoir dans quelle mesure ce modèle est applicable au continent africain. En fait, le Maroc a un important réseau d'autoroutes, de barrages, de voies ferrées, de ports, de centrales solaires, ce qui en fait un pionnier en matière d'infrastructures. C'est également un pays où la croissance et les réformes économiques ont attiré des capitaux du monde entier et où le secteur privé dynamise l'économie. Alors, dans quelle mesure ce que le Maroc a réalisé peut-il être reproduit sur le reste du continent et comment cela peut-il se faire? How do you think that would happen? Within Morocco, you have a government that is working on challenges that are common throughout the region. Energy issues. Au sein du Maroc, il y a un gouvernement qui travaille inlassablement en vue de faire face aux défis communs dans la région et les problèmes énergétiques. Nous avons vu le Maroc au cours de la dernière année essayer d'augmenter sa production en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le Maroc travaille également sur une coopération régionale à long terme pour développer la sécurité énergétique. C'est ainsi que nous avons vu comment les dirigeants marocains ont géré tout cela. Cependant, le Maroc ne souffre pas d'instabilité dont souffrent d'autres pays. Par conséquent, les dirigeants de ces pays doivent affronter les problèmes les plus urgents et s'ils n'ont pas de stratégie pour aider à développer les ressources naturelles pour générer des revenus, alors les problèmes les plus urgents ne seront pas résolus. C'est pourquoi les dirigeants des États-Unis, de l'Europe et des pays comme le Maroc sont impatients de reconnaître qu'il existe des besoins énergétiques légitimes en Afrique, car il n'est pas possible d'éviter le fait que de nombreux pays d'Afrique ne disposent pas d'un approvisionnement régulier en électricité et il n'est pas approprié de demander aux pays d'attendre que l'énergie propre soit disponible. Il faut donc parrainer le développement du gazoduc, ce qui fait justement le royaume du Maroc. I want to ask you, Norm, raise a point that Bill Norman, j'aimerais revenir sur ce que Bill a mentionné tout à l'heure pour savoir ce que vous en pensez. You know, I read recently that Macron is planning a trip to Africa because he's concerned that French influence is on the J'ai lu récemment que le président Macron avait fait une tournée africaine pour essayer de stopper le déclin de l'influence française sur ce continent. Les États-Unis ont une politique particulière de soutien à l'Afrique. La France a sa propre politique. L'Union européenne et le Japon, qui a récemment organisé une conférence conjointe avec les pays africains en Tunisie, ont également leur politique. En fait, tous ces pays amis ont donc chacun leur propre politique vis-à-vis de l'Afrique, sans coordination avec les autres. Alors pensez-vous que cela puisse changer? Dans quelle mesure les actions des États-Unis, de la France et du Japon pourraient-ils être coordonnées et intégrées à une vision stratégique comme Bill le souhaiterait? Adam, you've touched on an incredibly important question. What we've got is a series of engagements that are knitted together, but need to be woven Adam, vous avez together. posé une question très importante. Ce que nous avons vu, c'est une série de contributions tissées ensemble, mais elles ne doivent pas être réunies. Lors de la récente conférence de Munich sur la coopération en matière de sécurité, il y a eu des discussions entre le Nord et le Sud, et un certain nombre de hauts dirigeants du Sud ont reconnu leur compréhension de la manière horrible de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais ils se sont demandé où était l'Occident lorsque des conflits ont éclaté dans d'autres parties du monde, et quant aux effets de l'invasion russe de l'Ukraine sur l'approvisionnement en nourriture et en engrais. Je pense qu'il existe des programmes de coopération avec cela. Et comme l'a dit Bill, il faut une vision conjointe qui rassemble les parties occidentales de manière organisée. D'ailleurs, l'administration Biden a annoncé qu'elle était en train d'élaborer un programme pour l'Afrique et ce sera un test pour cette administration. S'agira-t-il d'une autre campagne qui coïncidera presque avec les autres ou s'agira-t-il d'une véritable campagne qui rassemblera les parties de la communauté internationale dans l'élaboration de leur programme de lutte contre la corruption et l'instabilité et assurera l'autonomie énergétique et alimentaire dans cette importante partie du monde. Well, Norm, I think that I couldn't agree with you more. Clearly, Biden has said in the G20. Norman, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le président Biden a dit lors du sommet des dirigeants africains que l'Afrique devait être représentée au G20. Cela, à mon avis, est un signe important, car tout le monde se concentre sur ce que les États-Unis ou la France font et prévoient. Et c'est, à mon avis, une erreur.
Ce qu'il faut aujourd'hui, au-delà du rôle des États-Unis et de la France, c'est une véritable coordination entre tous ces pays. Ils doivent collaborer ensemble de manière intégrée pour soutenir et associer l'Afrique dans leur camp, car nous sommes tous confrontés à la réalité de ce nouvel ordre mondial. C'est en définitive la coopération et le partenariat, et non la rivalité, qui sont les clés de notre succès commun. Je tiens à remercier mes invités, Norman Rule, Bill Michael et Mark Feifly. Merci également à vous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt.